Donc, c'est bien le webinaire sur l'importance des critères ESG lors du financement, un événement qui est organisé dans le cadre de la House of Sustainability, qui est un partenariat entre la Chambre des métiers et la Chambre de commerce. Aujourd'hui, j'essaierai de faire donc le lien entre chacun des intervenants. Je m'appelle Elisa Mendes. Je suis conseillère technologie et environnement au sein de la Chambre des métiers et participe du coup aussi à l'équipe House of Sustainability. Comme vous avez pu le voir quand vous êtes inscrit pour cet événement, on a de chouettes intervenants aujourd'hui qui vont vous aider à mieux comprendre les critères ESG, l'impact que ça a sur votre entreprise, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour l'avenir, aussi bien dans vos relations bancaires, mais aussi un peu comprendre la CSRD parce que Foretix nous fera une petite introduction aussi à ce niveau-là, le côté réglementaire de l'ESG. On passera du coup à la showcase avec Madame Romy Reding qui présentera un petit peu un questionnaire allégé qui est en train d'être préparé par les banques pour justement faciliter la vie des PME avec tous ces différentes thématiques qui peuvent des fois paraître un petit peu compliquées. On ira faire un tour du côté de la BGL avec Madame Catherine Wurth qui nous présentera leur accompagnement avec EcoVadis et ils nous feront un petit retour de leur expérience étant donné qu'ils ont lancé ce projet-là début d'année et il y a déjà quelques feedbacks des entreprises. Ça peut être aussi intéressant. Nous avons ensuite la SNCI avec Gusti qui nous parlera de comment la SNCI peut vous aider dans vos financements et comment eux traitent les critères ESG. Puis nous aurons ma collègue Carmen Kiefer, qui est juste à côté de moi ici, qui vous présentera le Starter Kit, qui est en fait un questionnaire, un outil qui peut vous aider à commencer à vous poser les bonnes questions en matière d'ESG, de RSE pour préparer votre entreprise avec certaines aides étatiques qui sont liées à tout ça et Carmen vous en dira plus à ce moment-là. Et on terminera par une petite séance de questions-réponses. Vous pourrez soit nous les poser oralement en débloquant votre micro ou nous les laisser dans le chat et on les prendra au fur et à mesure. Donc voilà. Je propose de laisser la parole donc à Madame Delterne pour sa présentation. Je vais juste arrêter de partager mon écran pour qu'elle puisse partager le sien. C'est bon. Alors, on voit votre écran et là, on voit la présentation en grand. Merci beaucoup. Merci, merci Elisa, merci pour cette invitation. Donc, ma mission aujourd'hui pour ces quelques minutes, c'est de vous présenter brièvement quel est le cadre réglementaire et surtout quelle est l'application concrète pour les PME aujourd'hui en date du 7 décembre. Alors, je me présente rapidement, Stéphanie Deltan, Managing Director de la société Foretix. Foretix est une cabinet de conseil basé à Luxembourg qui a plus de 10 ans et qui est expert en développement durable et investissement responsable au Luxembourg. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'il se passe au niveau du cadre réglementaire? On peut dire qu'il y a 4 grands enjeux. Le premier, c'est on passe vraiment d'une ambition européenne. L'ambition européenne, l'Union européenne affiche son ambition de réorienter les flux financiers vers des projets verts et durables. Ensuite, on a également le renforcement réglementaire. C'est alors que lorsque le développement durable était volontaire, aujourd'hui, il devient de plus en plus réglementaire. On change d'approche. On passe d'une approche volontaire à une approche réglementaire où on a une série de paquets de réglementations concernant la transparence et la divulgation d'informations extra-financières. Pour certaines entreprises, on va le voir tout à l'heure. Et puis également, on fait face à un renforcement également des attentes par rapport des parties prenantes, que ce soit les clients, que ce soit les banques, la chaîne de valeur, les investisseurs, les financeurs, qui demandent beaucoup plus de transparence en matière d'information extra-financière au niveau des entreprises. Alors, c'est quoi tous ces paquets de réglementation? Eh bien, on a des paquets de réglementation. On a deux types de réglementation, c'est-à-dire qu'on a des réglementations européennes pour lesquelles, en fait, ces réglementations sont mises en vigueur immédiatement.
Et on a d'autre part des directives européennes. Et pour ces directives européennes, eh bien, nous attendons ou nous devons encore les transposer en droit national. Alors ici, je vous ai résumé un petit peu le paquet hein, des réglementations qui soient soit en vigueur ou soit en cours de transposition ou soit qui sont en cours de vote. Alors, je vais reprendre d'abord le GAR, donc le Green Asset Ratio. Alors là, c'est pas pour les organisations, c'est plus pour les banques. C'est les banques qui doivent indiquer l'actif financier, comment leur portefeuille de crédit et d'investissement est aligné à la taxonomie européenne. Donc le pourcentage du portefeuille qui est aligné à la taxonomie européenne. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la taxonomie européenne? Eh bien là, la taxonomie européenne est bien un règlement européen. C'est-à-dire que dès qu'il y a des modifications, ces modifications sont directement en vigueur. On n'a pas besoin de transposer les changements de la taxonomie européenne en droit national. Alors, que nous dit la taxonomie européenne? La taxonomie européenne n'est pas une réglementation sur les taxes, d'accord? La taxonomie européenne est en fait un règlement européen qui définit les activités qui sont vertes, non vertes, transitoires ou habilitantes. Alors, comment est répartie la taxonomie? Eh bien, en fait, parmi les activités éligibles, c'est-à-dire les 22 activités qui ont été identifiées par la Commission européenne comme les plus polluantes, eh bien, on a des seuils à respecter pour être une activité verte, habilitante ou transitoire. Ensuite, on a différentes directives, une qui est déjà en vigueur, la SFDR, c'est la Sustainable Finance Disclosure Regulation, pardon, qui impose aux acteurs financiers de rendre compte annuellement de leur politique d'investissement en matière E pour environnement, S pour social et G pour la bonne gouvernance et le pourcentage du portefeuille aligné. On va souvent parler d'article 8 lorsque ce sont des produits d'investissement qui promeuvent les facteurs E, S ou G, et on va parler d'un article 9 lorsque ce sont des produits qui ont l'ambition d'avoir un impact sur le E, le S ou le G. Alors ici, SFDR, on est vraiment sur le produit financier, le produit d'investissement. Maintenant, je m'envole dans CSRD, le Corporate Sustainability Reporting Directive. Et là, eh bien, c'est la directive qui s'applique en fait aux organisations privées. Attention, pas pour toutes les organisations privées et en fonction d'un agenda. Alors, pour quel type d'organisation? Eh bien, pour des organisations qui répondent à 2 des 3 critères suivants. Soit qui ont plus de 250 personnes, 250 salariés au sein de l'Union européenne, qui ont un chiffre d'affaires de 40 millions de chiffre d'affaires ou 20 millions au bilan. Donc, il faut avoir 2 des 3 critères. Attention, les seuils ont été revus au niveau de la Commission européenne, au niveau des critères. Je vais vous donner les nouveaux seuils avec les seuils également pour les micro-entreprises et pour les petites entreprises directement à la suite. Alors, que nous impose cette CSRD? Eh bien, c'est une directive de transparence. Ah, et que nous dit cette directive de transparence? Elle oblige les organisations soumises à rendre compte annuellement de leurs performances extra-financières, donc en matière E, S et G, et d'auditer également ce rapport et de le publier annuellement. Ce qui est également renforcé, c'est l'analyse d'impact. Donc, on demande aux organisations
de faire leur analyse d'impact, de risque et d'opportunité, ce qu'on va appeler une double matérialité. On renforce cet espace d'analyse de risque et on va également renforcer certains indicateurs comme la gouvernance ou toute la politique en matière du devoir de diligence en matière des droits humains. Alors, il y a la CS3D, maintenant la Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Alors, celle-ci, elle est en cours. Elle n'est pas votée au niveau européen. Elle est encore en draft. Et en fait, la CS3D est aussi une directive de transparence également. C'est une directive de transparence dans la manière dont on donne l'obligation aux organisations à rendre compte des moyens qu'elle met en place pour faire respecter les droits de l'homme dans sa chaîne d'approvisionnement et dans sa chaîne de valeur. Donc, dans sa chaîne d'approvisionnement, on comprend facilement que c'est vis-à-vis de ses achats, mais également dans sa chaîne de valeur qui peuvent être avec des partenaires ou des contributeurs. Alors, pour le secteur bancaire, puisqu'on va faire le lien entre les deux, on va parler également de MiFID II. MiFID II, eh bien, c'est quoi? C'est l'obligation qu'ont les organismes financiers à devoir connaître le profil de préférence ESG de leurs clients, de leurs investisseurs. Donc, si vous avez déjà reçu des questionnaires où on vous demande quel est votre profil d'investissement afin d'aligner les produits qui correspondent à votre profil d'investissement. Alors, je vous avoue que je vais assez vite, je pense que vous aurez les supports, mais c'est pour vous donner un petit peu le contexte et le panorama réglementaire actuel. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de changements actuellement, beaucoup de modifications. Nous, dans notre cabinet, c'est toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, aujourd'hui qu'on sort toutes les modifications pratiques et concrètes pour les entreprises, tellement qu'il y a énormément de mouvements actuellement sur les standards qui sortent relatifs à ces différents règlements et directives européennes. Alors, comment on peut schématiser tout ça? Parce que ça paraît un beau patchwork, mais comment on peut schématiser tout ça? Eh bien, j'ai essayé de faire une vision globale via ce schéma. Eh bien, si on reprend une entreprise doit rendre compte de ses performances extra-financières. Une entreprise qui désire financer un projet, eh bien, elle va aller voir une banque et la banque va être obligée, pour calculer son Green Asset Ratio, de se poser la question, est-ce que ce projet est aligné à la taxonomie? Oui, non, il n'est pas aligné à la taxonomie. Donc, qu'est-ce que la banque doit faire pour financer ce projet? Elle doit se retourner vers l'entreprise et demander à l'entreprise, donnez-moi les critères E pour l'instant parce que c'est une taxonomie verte, bientôt S, parce que nous avons la taxonomie sociale qui va arriver, et dites-nous surtout que vous respectez bien les droits fondamentaux en matière des droits de l'homme et en matière de droit du travail pour que nous puissions financer votre projet. Donc ici, j'ai essayé de vous montrer comment une PME peut être impactée par ce paquet de directives. Alors, il faut savoir qu'il y a un chemin, on est sur un parcours. Et ce chemin, nous n'avons pas tous les mêmes échéances en fonction de la taille des organisations et en fonction également qu'on ait une organisation cotée ou non cotée. Alors ici, on ne va pas tellement parler des sociétés cotées. Pourquoi? Parce qu'à Luxembourg, nous avons peu de sociétés cotées. Donc, on voit que ici, on a une obligation en 2027 de rendre compte d'un rapport en matière de données E, S et G. Sur les données 2026, un rapport qui doit être publié en 2027, mais uniquement pour les sociétés cotées. On voit qu'en 2028, une autre
on va élargir le périmètre à la publication d'un rapport pour les entreprises qui ne sont pas basées en Europe, et ça sur l'exercice fiscal 2028, eh bien, pour qui? Pour toutes les organisations qui font plus de 150 millions de chiffre d'affaires en Europe. Alors, vous voyez, j'ai été très rapidement vers 2027 parce qu'on parle des PME cotées, mais qu'est-ce qu'il en est, je vais dire, demain ou après-demain pour toutes ces PME qui ne sont pas cotées, c'est-à-dire qui ne sont pas soumises à CSRD. Alors, pour revenir sur qui est soumis et qui n'est pas soumis à CSRD, eh bien, je vais aller dans les critères qui ont été modifiés ce 17 octobre 2023 et on voit que les critères de seuil ont été modifiés. Vous avez en fait les anciens critères avant le 17 octobre et vous avez les nouveaux critères après le 17 octobre. Quels sont les critères d'une entreprise soumise à CSRD? Eh bien, ce sont des entreprises qui ont plus de 250 salariés, 50 millions en termes de chiffre d'affaires et 25 millions en termes de total au bilan. Okay, donc, toutes ces organisations-là sont soumises à CSRD. Les autres qui ne sont pas cotées, donc les micros, les petites et les médiums, ne sont pas soumises à CSRD, mais à un autre standard qu'on va appeler, et je vais vous le présenter immédiatement, c'est en fait le standard de l'EFRAG, c'est-à-dire les standards européens de la Commission européenne. Oui, on va les appeler, ce sont les standards pour les petites et moyennes entreprises et ce sont des standards à titre volontaire actuellement. Alors, j'ai la chance que cette conférence se donne aujourd'hui le 7 décembre. Les standards sont sortis exactement le 8 novembre et les discussions avec les questions-réponses au niveau de l'EFRAC sont sorties exactement le 17 novembre. Donc, vous voyez, nous sommes vraiment à 15 jours de l'actualité. Alors, au niveau des micro-entreprises, qu'est-ce qui est appelé micro-entreprise? C'est toutes les organisations de moins de 10 salariés, et je parle toujours en Europe, qui ont 900 000 euros en termes de chiffre d'affaires, 450 en termes de total au bilan. Pardon. Également, on a les seuils pour les petites entreprises et pour les moyennes entreprises. Alors, ici, je vais vous parler évidemment de qu'est-ce qui est applicable maintenant aux petites entreprises. Alors, pourquoi l'EFRAG pour lequel on n'est pas sur une obligation, mais bien sur une action volontaire, eh bien, pardon, sur une action volontaire, pourquoi l'EFRAG sort des recommandations sur le reporting pour les PME en matière ESG? Tout simplement, eh bien, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les PME ont besoin également de renforcer leur résilience face à tous les défis en matière du changement climatique, au niveau également des défis sociaux, des défis face à la sécurité des travailleurs et renforcer leur résilience à court, à moyen et à long terme. Alors, les PME également font face à des questionnaires des investisseurs, mais également des prêteurs, des fournisseurs de crédit qui, elles, ont besoin de ces informations pour pouvoir remplir leurs propres obligations. Donc, la Commission européenne a mis en place ce standard volontaire pour les PME afin de les aider à rendre compte également avec leurs partenaires financiers, les investisseurs, de ce qu'ils doivent rendre compte. Et ça permet également
de renforcer la transparence dans des appels d'offres ou vis-à-vis de leurs clients qui doivent contrôler leur chaîne d'approvisionnement ou contrôler leur chaîne de valeur dans la réglementation au niveau de la CS3D, entre autres. Alors, qu'est-ce que ces petites entreprises vont devoir rendre compte? Alors, ici, ce que la commission propose, c'est 3 modules, d'accord? Donc, les PME vont devoir rendre compte de ces 3 modules. Les indicateurs sont très clairs. En fait, les PME, comme c'est une action volontaire, pourront rendre compte soit du module basique, soit du module PAT. Alors, désolé, hein, c'est pas moi qui ai inventé le nom des modules. Donc, PAT, c'est pour politique, action et target en anglais, d'accord? Donc, politique, action et objectif. On va appeler tout ça les indicateurs N parce que ça va être des indicateurs narratifs. On va vous demander d'expliquer votre modèle d'affaires. On va vous demander comment votre modèle d'affaires intègre la durabilité, les risques, les opportunités en matière de durabilité, quelles sont les principales parties prenantes et quelle est votre gouvernance pour gérer ces risques et ces opportunités. Et puis, vous voyez qu'il y a un dernier module qui s'appelle Business Partner. Et ce module Business Partner a typiquement été réalisé pour répondre aux questions et aux obligations au niveau des fournisseurs de crédit et au niveau des investisseurs. Donc, en fait, une PME a le choix soit de faire le module basique, de faire le module basique plus le module PAT. Et si elle a des investisseurs ou si elle a des crédits ou si elle veut demander un crédit, eh bien, elle devra faire en plus le Business Partner module. Alors, tout ça est bien mis en musique avec des indicateurs très précis. On vous dit la manière de les calculer. Je trouve que c'est un très beau guide que la Commission européenne a mis en place pour vraiment faciliter la vie au niveau des PME. Ici, la discussion qu'il y a encore aujourd'hui, c'est à savoir, est-ce que ça va être un reporting annuel ou un reporting tous les 2 ans? Ça, ce sont encore des questions qui sont posées aujourd'hui. On est bien sur une version draft, c'est-à-dire une version brouillon des choses, mais je pense qu'elle est déjà très, très bien élaborée. Alors, ce qu'il faut savoir pour les PME, lorsque vous répondez au module basique ou au module PAT, eh bien, vous n'avez pas besoin de faire de double matérialité. Maintenant, lorsque vous devez répondre au module Business Partner, vous êtes dans l'obligation de faire une analyse de double matérialité. Alors, il me reste très très peu de temps pour garder mon timing. Juste, je vous présente vite rapidement ce qu'est une double matérialité. Une double matérialité, en fait, un exercice qui permet d'aller identifier les impacts, les risques et les opportunités d'une organisation et de 2 manières. Alors, la première manière, on va se poser la question, comment mon activité, l'activité de mon entreprise, impacte le changement climatique, par exemple, ou comment impacte une autre thématique sociale ou économique. Et puis, on va se poser également la question dans l'autre sens, pour vraiment avoir la résilience d'une organisation face au changement climatique. On va se poser la question dans l'autre sens, c'est comment le changement climatique peut impacter financièrement mes activités. Alors, on va toujours parler d'un impact potentiel ou d'un impact réel. C'est cette analyse d'impact qui va nous permettre de rendre compte de ce qui est important là où c'est important pour les organisations. Alors j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur le cadrage réglementaire rapidement, mais surtout vous avoir éclairé sur ce qui est attendu des PME et pourquoi ce module Business Partner est important également pour les PME et pour accéder voilà, aux différents financements.
Merci beaucoup pour cette démystification du sujet et comprendre le comment du pourquoi, d'où viennent toutes ces différentes obligations légales qui rendent aussi bien l'environnement, le social et la gouvernance des thématiques brûlantes du moment qu'il faut prendre à bras le corps et qui explique aussi pourquoi les banques vont demander des informations. C'est pas juste parce qu'ils ont envie de collecter plus d'informations. Je pense qu'on va laisser les banques justement du coup nous expliquer comment eux comptent mettre ça en place. On va commencer par l'HPOCASE avec Madame Reding. Bonjour à tout le monde. Je vais juste partager mon écran. Vous voyez mon écran? C'est bon, on voit à l'écran la présentation en grand. Merci beaucoup. Très bien. Bon, mon nom est Romy Reding et je travaille dans le Strategic and Sustainability Office de Sportcase. Et donc, ma partie va donc concerner notamment la collecte des informations via la mise en place d'un questionnaire IAG allégé pour les PME et donc, de manière générale, les impacts pour les PME. Donc tout d'abord, en tant que Transition Enabler, en fait, Sportcase s'est fixé comme objectif de sensibiliser et d'accompagner ses clients professionnels par rapport aux exigences du reporting taxonomique. Donc actuellement, comme Madame Delton vient de l'expliquer, donc la taxonomie européenne vise pour l'instant uniquement les grandes sociétés cotées en bourse et qui ont plus de 500 employés et un chiffre d'affaires de plus de 40 millions ou un total bilan de 20 millions d'euros. Donc ça, ce sont les sociétés qui sont actuellement visées par la taxonomie européenne. Et si on voit un horizon 2027, seront concernées en fait les PME listées entre 10 et 250 employés. Et donc, effectivement, récemment, et notamment en juillet 2023, il y avait le Sustainable Finance Package qui a été sorti par la Commission européenne et qui prévoit donc de mettre en place un parcours d'alignement proportionné pour les PME. Donc, de prendre en compte la taille et la maturité des PME dans le cadre de ce reporting. Et comme on vient aussi de l'apprendre, ce n'est rien d'obligatoire, mais c'est vraiment volontaire pour les PME qui souhaitent se rapprocher de ce qui est demandé par la réglementation européenne. Juste avant d'aller plus dans le détail de ces questionnaires qui sera mis en place, on va déjà commencer avec quelque chose de plus pratique. Donc, c'est que nous, on fait actuellement à la Shurcase. Donc, en fait, depuis 1 an et demi maintenant, on utilise un outil qui a été développé par la Banque européenne d'investissement, qui est basé sur le principe de la taxonomie européenne. En fait, on s'est posé la question, il y a 1 an et demi, de comment on peut évaluer en fait, si un financement est green ou non. Et donc, c'est dans le cadre de ces discussions qu'on a donc choisi cet outil-là pour pouvoir en fait se baser sur des critères objectifs et notamment aussi sur des données qui sont assez simples et disponibles au stade d'aujourd'hui, de pouvoir évaluer si un financement peut être caractérisé comme vert ou non. Là aussi, à nouveau, le focus est vraiment mis sur les activités qui revêtent une importance majeure pour les PME et sont notamment couverts 3 grands domaines. Donc d'un côté, l'efficacité énergétique. Donc là, tient compte de tout ce qui est rénovation énergétique, de remplacement de fenêtres, de projets d'isolation de façades et de sous-sols. Donc ça, c'est juste quelques exemples. Et aussi, une grande catégorie, c'est tout ce qui est mobilité et transport. Notamment sont visés ici les véhicules électriques et encore la production d'énergie d'origine renouvelable. Et donc là, il y a par exemple tout ce qui est éolienne, mais aussi photovoltaïque, panneaux solaires qui sont visés. Donc en fait, l'idée est de saisir dans cet outil quelques données qu'on récupère de la part de nos clients et sur base desquelles on peut donc dire, sur base de la taxonomie européenne, si on peut le considérer comme un projet durable et vert. Et en fait, une fois qu'on a saisi ces informations dans l'outil, il y a même un rapport qui est sorti et qui présente une estimation simplifiée de l'impact climatique et écologique qu'on peut aussi rendre à nos clients dans le cadre d'un financement.
Et donc, ce que nous on fait actuellement, c'est, il n'y a pas d'impact pour l'instant sur le taux d'intérêt. Par contre, on accorde un bonus sous forme de réduction de la commission de dossier si vraiment, sur base des informations saisies, on peut déduire qu'il s'agit d'un projet vert. Donc, pourquoi? De manière générale, pourquoi il était important pour les PME de se préparer dès maintenant, d'adopter une démarche plus durable? Tout d'abord, pour saisir les opportunités qui sont liées à la transition énergétique. Donc, en fait, en augmentant la performance énergétique, ce qui est logique, on va réduire les coûts d'énergie à terme. Donc ça, c'est une première opportunité, mais aussi, ce qui est très important, c'est l'image de marque et la réputation. En fait, en fait, les sociétés qui adoptent une démarche plus durable ou qui proposent une gamme de produits plus durables, ils- ça leur permet de se mettre en évidence par rapport à la concurrence. Parce qu'effectivement, et ça c'est une bonne transition en fait vers notre deuxième point, pourquoi il est important de se préparer dès maintenant, c'est en fait, il faut se préparer au marché parce qu'en fait, c'est le marché qui le demande de plus en plus. D'un côté, en fait, il y a un changement des attentes des nouvelles générations. En fait, on remarque que les nouvelles générations accordent une importance beaucoup plus importante aux valeurs durables et donc c'est vraiment, on constate que vraiment la clientèle le demande de plus en plus. Deuxièmement aussi, bon, pour une société qui décide d'adopter une démarche plus durable, ça leur permet aussi d'attirer en fait de nouveaux profils. D'un côté au niveau de la clientèle, mais aussi au niveau des employés. Parce qu'effectivement, la nouvelle génération, c'est les chefs d'entreprise de demain et donc, vous les fidélisez en fait dès maintenant. Mais aussi, se préparer au marché, ça veut dire aussi, mais c'est aussi madame Deltenre qui l'a déjà expliqué, de plus en plus on le remarque dans le cadre des appels d'offres qu'on demande un certain nombre de données IAG. Mais là, on va encore, revenir, plus tard dessus. En dernier point, effectivement, on remarque de plus en plus une tendance du marché d'intégrer une prime de risque aux produits non green. Donc, en fait, il y a les régulateurs qui exercent une certaine pression sur les institutions financières, notamment en termes de charges de capital, et ceci aura forcément une conséquence sur le pricing et donc sur le taux d'intérêt. Donc, bien qu'aujourd'hui, comme on vient de l'expliquer, on récompense en fait ceux qui veulent se lancer dans des projets durables. Par contre, donc ça, maintenant, on les récompense. Par contre, dans le futur, ça risque, on risque de devoir adapter le taux d'intérêt ça aura un impact sur les taux d'intérêt pour les projets qui ne sont pas green. On n'en est pas encore maintenant, mais ça va être le cas dans le futur. Et donc effectivement, on le voit avec la taxonomie européenne, donc la volonté de la Commission européenne de diriger en fait les financements vers des activités de plus en plus durables. Et là, on le remarque clairement avec cette pression qui est exercée sur les banques de manière générale. Donc, qu'est-ce qu'on constate actuellement? C'est en fait que, tout en sachant que ce sont les grandes entreprises qui sont actuellement visées par la taxonomie européenne, on constate clairement pour les PME que, en fait, ces données qui sont demandées ne sont pas disponibles au stade d'aujourd'hui et que c'est très complexe, en fait, de les produire. Et donc, la solution qui est proposée, c'est en fait de mettre en place une sorte de questionnaire allégé pour les PME qui permettent en fait de faciliter en fait la vie aux PME. Et donc, l'idée serait d'avoir un questionnaire unique et uniforme pour le Luxembourg. Et là, on travaille très étroitement avec la BBL et les autres banques de la place. L'idée est vraiment d'avoir un questionnaire unique et uniforme que le client doit remplir une fois auprès d'une banque. Et en fait, le but, c'est déjà d'éviter à une société qui est, dans la plupart des cas, multibancarisée, de devoir remplir différentes informations à différentes banques, et ceci à plusieurs reprises. Donc, c'est vraiment de faciliter la chose aux sociétés, de sorte à ce qu'ils renseignent une seule fois les informations, et après, cette information soit partagée entre les banques de la place. Donc, ça, c'est l'idée.
Et donc là, actuellement, il y a les travaux qui sont en cours qui, heu, pour mettre en place, ce questionnaire unique. Bon, ça a été mis en suspens un peu, mais maintenant, on va reprendre les travaux, notamment sur la publication du draft de l'EFRAC, dont, madame Delton vient aussi de parler, il y a quelques instants. Quelles sont les caractéristiques de ces questionnaires? Donc tout d'abord, l'idée est d'avoir un questionnaire simplifié par rapport à ce qui est demandé pour les grandes entreprises qui sont soumises au reporting, taxonomique. Donc d'avoir quelque chose de plus simple et adapté à la taille de la société, donc de prendre en compte la maturité de la société. Bon, on vient de le dire, ça sera basé sur la CSRD et notamment le draft qui a été publié par l'EFRAC, en début novembre. Les questionnaires, l'idée, c'est que ça couvre les 3 domaines, le E, le S et le G, et il y a majoritairement des questions qualitatives. Il y en aura aussi des quantitatives, mais la plupart des questions, seront qualitatives. Et donc, bon, pour le souligner vraiment, l'idée, c'est d'avoir une solution nationale qui est quand même basée sur une réglementation européenne. Donc c'est pas quelque chose des questions que les différentes banques, sont inventées, mais c'est vraiment basé sur quelque chose d'officiel et de réglementaire et donc et d'avoir ça, une solution nationale pour le Luxembourg. Ce qui est très important aussi, c'est de prendre en compte le feedback des sociétés. En fait, le but, une fois que ce questionnaire sera une proposition de ce questionnaire sera, établie, l'idée est de faire tester aussi sur le terrain. Donc de vraiment prendre en compte le feedback des sociétés pour voir est-ce que c'est faisable en termes de collecte de données? Quel est le feedback de manière générale? Est-ce que c'est trop compliqué encore? Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour reformuler les questions? Donc, c'est vraiment le but, c'est de tester avant de les déployer, au grand public après. Donc après les caractéristiques, quels sont les objectifs de ces questionnaires? Bon, on vient de le dire. En fait, l'idée du questionnaire, c'est vraiment de pouvoir déterminer la performance ou la maturité et âgée de nos clients PME. Donc tout d'abord, bah, c'est déjà de voir ou d'identifier des faiblesses éventuelles, de voir qu'est-ce qu'est le gap par rapport à la taxonomie européenne, où est-ce que je me positionne aujourd'hui et quels sont les efforts en fait que je devrais faire pour me rapprocher, de ce qui est demandé par une, taxonomie européenne. Donc c'est vraiment, de voir quelles sont les faiblesses et où est-ce que je me positionne actuellement. Et puis, dans une deuxième étape, une fois qu'on a fait, ce bilan, c'est de voir quels sont les objectifs qu'on peut se fixer pour se rapprocher de ce qui, est demandé par la taxonomie européenne et encore la CSRD. Et bah, à la fin aussi, ça permettra d'établir un benchmark par sectorité et ça permet donc à une société de savoir où est-ce que je me positionne par rapport, à mes concurrents dans un même secteur d'activité, par exemple. Donc ça, c'est les objectifs, mais quelles sont, en fait, clairement les opportunités pour les PME de remplir un tel questionnaire? Bah, on vient de le dire aussi déjà, en fait, les PME sont de plus en plus amenées de produire des données ESG et ceci d'un côté, bah, dans certains cas, dans des appels d'offres publics, on le demande de plus en plus, soit d'un rapport, non financier, soit un certain nombre de données ESG. Mais aussi, dans le cadre d'une analyse de matérialité et de la chaîne de valeur des grandes sociétés qui sont soumises à la CSRD. Donc, effectivement, les grandes sociétés qui sont soumises, au reporting, ils doivent, aller vérifier dans toute leur chaîne de valeur et donc avec toutes les sociétés et fournisseurs avec lesquels ils travaillent, ils doivent faire des vérifications et commencer à collecter des informations IAG sur ces plus petites sociétés de la chaîne de valeur. Et donc du coup, et ça c'est vraiment un constat qu'on fait aussi auprès de notre clientèle, auprès de nos clients professionnels, qu'ils nous disent effectivement, on nous le demande de plus en plus, bien on n'est pas encore prêt, on ne sait pas encore les produire, mais effectivement on est confronté à de telles demandes de plus en plus régulièrement. Et donc, 3e point aussi, ces données sont à produire dans le futur dans le cadre d'une demande de financement. Comme on vient de le dire, c'est, une pression de la part, de nos régulateurs qui nous demandent effectivement d'intégrer en fait des critères ESG dans notre processus d'octroi de crédit et donc comme on nous le demande, on doit les collecter auprès de nos clientèles et donc dans le futur, ça va être obligatoire de collecter ces informations dans le cadre d'une demande de financement.
Bon, il faut le voir comme opportunité. Bon, étant donné qu'il s'agira d'un questionnaire qui est gratuitement mis à disposition auprès de nos clientèles. Donc nous, en tant que Sportcase, en tout cas, on va travailler avec la société Greenomy qui met en place une plateforme collaborative qui permet à nos clients professionnels de s'y connecter et de remplir les questionnaires en ligne. Donc, effectivement, et donc il faut le considérer comme un point de départ pour déterminer la maturité ESG et donc de voir par la suite comment on peut faire quels sont les efforts à faire pour me rapprocher de ce qui est demandé de façon réglementaire. Et bon, de manière générale, l'idée, c'est de laisser accompagner par Sportcase, notamment par nos conseillers qui sont très proches de nos clients. Et donc, lors d'un suivi annuel, l'idée est vraiment d'aborder systématiquement ces thématiques ESG, d'aborder cette collecte d'informations ESG dont on a besoin dans le cadre du domaine de financement. Et donc, ça, c'est vraiment entre les conseillers et les clients. Et il y a toujours une possibilité après aussi, et ça c'est des réflexions qu'on est en train de mener, de proposer même une mise en relation avec un consultant externe. Ça c'est notamment pour ceux qui ont des difficultés peut-être à collecter les informations qui sont demandées dans ce questionnaire, ou encore pour qui veulent aller plus loin et qui veulent vraiment concrètement élaborer un plan d'action pour se rapprocher de ce qui est demandé par la réglementation européenne, en se fixant des objectifs concrets pour les années à venir. Et même qui veulent encore aller plus loin, qui veulent vraiment rédiger sur base des informations qui sont saisies via ce questionnaire, de pouvoir rédiger un rapport RASE simplifié. Donc ça, c'est vraiment en fonction des besoins et de la volonté des clients. Ça peut se limiter à au simple remplissage du questionnaire, mais ça peut aller plus loin si c'est souhaité par la société. Et donc là, on veut vraiment offrir un package complet à nos clients en termes de consultance, en termes d'accompagnement, d'avoir vraiment un programme d'accompagnement d'un côté de nos conseillers, mais aussi de nos clients par après. Parce qu'après, il faut que ça reste une situation win-win, que les clients peuvent aussi en profiter, que ça ne se limite pas à juste un remplissage d'un questionnaire, mais que ça rapporte aussi quelque chose pour le client lui-même. Donc avant de terminer, juste pour vous donner une petite idée des questions qui sont posées dans ce questionnaire qui est en cours d'élaboration. Comme on avait dit, ça va couvrir les 3 domaines, donc le E, le S et le G. Donc, à titre d'exemple, pour le volet E, on demande si le client a déjà une stratégie ou une politique pour réduire les émissions de gaz les gaz à effet de serre, notamment tout ce qui est émissions CO2. S'il a déjà une stratégie pour faire face aux risques éventuels physiques et de transition. S'il y a éventuellement déjà une stratégie ou une politique pour améliorer la gestion des déchets. Donc ça, c'est des exemples de questions qui vont être posées dans le cadre, pour le domaine E. Pour le S, pour le domaine social, par exemple, on demande s'il y a une politique au sein de la société pour améliorer la gestion et la santé et la sécurité des employés, ou s'il y a même une stratégie en place pour gérer tout ce qui est incident lié à la discrimination. Donc ça, c'est des exemples pour le volet S. Puis pour terminer, le volet G, bon, là, on demande par exemple s'il existe une culture d'entreprise et des politiques de conduite des affaires, ou encore si de manière générale, l'organisation communique sur son engagement en matière de développement durable. Est-ce qu'il y a un document qui est produit, qui est publié, ou est-ce qu'ils sont en train de le faire? Donc c'est vraiment des questions plus générales. Donc tout ceci pour vous donner une petite idée de ce que va être demandé lors de ces questionnaires, tout en sachant que les travaux sont actuellement en cours ou vont redémarrer ensemble avec la BBL et les autres banques de la place. Ça, c'était pour ma partie. Merci beaucoup pour cette présentation et du coup pour un petit aperçu de ce que la Sportcase fait au niveau du Green Checker et aussi sur la place avec les autres banques. On va du coup passer la parole à Catherine Wurth de la BGL BNP Paribas. Je vais juste mettre en partage la présentation. Bonjour à toutes et à tous et merci Elisa de m'aider avec la technologie.
Pas de souci. Juste, vu que j'ai plusieurs PowerPoint ouverts, c'est un peu plus compliqué. Je vais en fermer un. Voilà, ça devrait fonctionner du coup maintenant. Voilà. Dites-moi ce que vous voyez. Non, on ne voit pas encore. Voilà, cette fois-ci, ça devrait être bon. Super. Bah, je vous laisse la parole. Faites-moi signe quand vous avez besoin que je change de slide. Ok. Oui, donc bonjour à toutes et à tous et ravi de participer à cette conférence et bonjour aussi à tous les panélistes. Donc, nous venons d'entendre comment la Showcase accompagne ses clients et les différentes offres que Showcase construit. Donc, chez BGL, BNP Paribas, on participe également au groupe de travail avec la BBL pour le questionnaire en commun. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une autre solution que nous avons lancée exactement il y a 1 an. Et c'est notre partenariat avec EcoVadis, une agence de notation extra-financière spécialisée pour les PME, et un nouveau produit qu'on a lancé qui est lié le financement à impact. Donc, on peut aller au prochain slide. Peut-être juste pour introduire, donc je pense que Stéphanie et Romy aussi l'ont déjà bien expliqué. Aujourd'hui, voilà, on est vraiment dans une révolution qui est en train de se faire. On a des objectifs très ambitieux de l'Union européenne pour réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2030 et d'être net zéro jusqu'en 2050. Il faut beaucoup d'efforts par tous les acteurs, particuliers et entreprises, pour faire face à l'urgence climatique. Et donc, merci aussi à Romy et Stéphanie d'avoir souligné le fait qu'en tant que banque, on est impacté par beaucoup de réglementations et souvent, personnellement, on me demande, mais quel est le rôle de la banque dans l'accompagnement de la transition énergétique et voilà, en fait, on a beaucoup de pression réglementaire et puis aussi pour réussir la transition énergétique, on a besoin de beaucoup de flux financiers. Donc, on a vraiment un vrai rôle de financeur. Donc, c'est un peu la base qui nous a amené il y a 1 an à venir avec cette offre-ci. Parce que même si, voilà, bien sûr, nous finançons tout ce qui est projet spécifique lié à la transition énergétique, si c'est voilà, des panneaux photovoltaïques, le remplacement d'un éclairage, la mise en place de bornes de recharge pour la mobilité électrique. On voulait vraiment proposer à nos clients une offre pour les accompagner à développer une stratégie de développement durable. Et donc, en fait, le financement impact, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un crédit d'une durée de 2 ans minimum à partir de 100 000 euros qui, en fait, est lié à des objectifs ESG de l'entreprise qui est lié au taux d'intérêt. Et donc, ce taux d'intérêt est il a soit une bonification ou une détérioration du taux d'intérêt de jusqu'à 0,10%. Donc, on peut aller au prochain slide. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vois que mon image est un peu figée de temps en temps. Alors, il y a eu un petit bug sur la dernière phrase, mais c'est revenu, Ok, donc on a pu comprendre et entendre. ok, Donc là, maintenant, ça va. Peut-être ne pas trop bouger. ok. Donc, le financement à impact que nous offrons aujourd'hui, donc
pour toutes sortes de crédits, pas seulement des crédits liés à un objectif un objectif green. Donc, ça peut être des crédits d'investissement ou des lignes de crédit ou un fonds de roulement. Et donc, en fait, on a deux options. Une qui est ouverte à tous nos clients, donc peut-être plus la cible des clients de la Chambre des métiers. Donc, c'est à partir de 100 000 euros et où en fait, on lie le crédit à la note d'Ecovadis. Je vais expliquer plus loin qu'est-ce que c'est Ecovadis, donc je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, là, à ce moment. Mais bien aujourd'hui. Et puis la deuxième option, en fait, c'est pour des clients plus matures. Et comment on définit mature? Bah, une entreprise plus mature sur les sujets ESG, c'est par exemple une entreprise qui a déjà une stratégie RSE définie, qui a déjà des objectifs ESG définis, par exemple, qui a déjà fait un bilan carbone, a des objectifs de réduction de ses émissions carbone ou d'énergie renouvelable, ou par exemple sur les accidents de travail, si c'est par exemple dans le secteur de la construction. Un autre indicateur pour une entreprise mature, c'est par exemple s'il y a déjà un rapport RSE. Mais voilà, c'est que des exemples et on regarde sur mesure si un de nos clients est mature ou pas mature. Mais du coup, voilà, si on a un client en face qui a déjà des objectifs, on peut également lier ce crédit à 2 à 5 indicateurs ESG. Voilà, comme ici, il y a 3 exemples, les émissions de CO2, la sécurité au travail ou diversité hommes-femmes. On peut aller au prochain slide. Mais donc, vu qu'aujourd'hui, voilà, on est plus dans le scope des PME, peut-être moins mature sur le sujet, je voulais expliquer plus en détail qu'est-ce qu'est EcoVadis. Souvent, on nous pose la question à nos RM, ah, mais il y a déjà l'INDR, pourquoi vous avez conclu un partenariat avec EcoVadis? Ben, en fait, c'est pas la même chose et en fait, c'est complémentaire parce que EcoVadis, c'est une agence de notation extra-financière, alors que l'INDR vous donne un label, EcoVadis vous donne vraiment une note et donc vous permet de publier cette note. Et nous, en tant que banque, ça nous permet de mesurer la performance ESG et l'amélioration en fait d'une année à l'autre. Et donc, en fait, on retrouve les mêmes thématiques que Romy et aussi Stéphanie viennent de présenter à la fois dans dans le questionnaire ESG simplifié pour toutes les banques à la place, mais aussi les questions de l'EFRAG. Donc, on a les 3 gros blocs E, S et G. Et puis, on a également un champ principalement réservé à des questions liées aux achats responsables et plus particulièrement aux pratiques environnementales et sociales des fournisseurs. Et donc pour l'environnement, voilà, on retrouve également des questions sur les émissions carbone, mais aussi voilà, l'économie circulaire et la gestion de déchets. Mais aussi l'utilisation du produit, comment on gère la fin de vie d'un produit, ou encore aussi la gestion des carrières ou formation des employés. Et donc, voilà, ces 21 critères donc répartis dans ces 4 catégories. On peut aller au slide prochain. Donc, plusieurs avantages pour EcoVadis qui nous ont donc ramené voilà, il y a un an à conclure ce partenariat.
surtout que c'est un acteur qui est spécialisé dans les PME, donc connaissent voilà, les défis que des PME ont, et aussi qui a un prix vraiment accessible aussi pour des plus petites entreprises qui démarrent voilà, dans la transition énergétique et durable. Et juste pour vous donner un exemple, pour une évaluation pour une année, pour les plus petites entreprises, on est autour de 380 euros, qui peut s'élever jusqu'à 1700 euros pour les plus grandes entreprises. Et ceci, c'est un prix par an. Et donc voilà, on a donc une plateforme, un questionnaire RSE qui est confidentiel et en ligne, et qui est aussi adapté selon votre secteur d'activité et votre taille et aussi votre localisation. Donc vous avez des questions différentes si vous êtes localisé par exemple au Luxembourg qu'en Turquie ou en Grande-Bretagne. Ensuite, cette évaluation permet d'identifier des points forts, mais aussi à mettre en place des plans d'action et prioriser pour s'améliorer. Et donne également un benchmark de votre entreprise par rapport à toutes les entreprises dans le même secteur qu'EcoVadis a déjà évalué. Ensuite, vu que c'est via une plateforme, c'est très, très facile de le partager avec vos partenaires bancaires, mais aussi commerciaux. Et j'imagine que certaines d'entre vous qui sont par exemple fournisseurs de grands groupes, peut-être vous avez déjà été sollicité de partager voilà, une note EcoVadis ou une performance ESG à ces partenaires-là. Et je pense que Stéphanie l'a expliqué avec la CSRD, ça va s'accentuer parce que du coup, ça va devenir réglementaire pour les entreprises soumises à la CSRD de rapporter voilà, sur leur chaîne de valeur. Ensuite, EcoVadis, voilà, c'est une entreprise crédible et reconnue voilà, en Europe, pas seulement au Luxembourg, parce que voilà, on est aussi petit au Luxembourg, donc j'imagine que beaucoup des entreprises en ligne ne font pas que du business au Luxembourg. Aujourd'hui, EcoVadis est connu à la fois en France, mais aussi en Allemagne, et aussi par voilà, les grandes entreprises du CAC 40 et beaucoup d'organisations aussi achats. Et donc, vu que vous pouvez vraiment partager votre badge, en fait, à la fin de l'évaluation, vous recevez un badge, vous pouvez le partager sur votre site. Et donc, c'est aussi voilà, un avantage commercial, et vous pouvez l'afficher de manière simple et efficace sur votre site que vous avez eu cette notation-là. Ok, on peut aller au slide suivant. Donc, nous, en tant que BGL, donc on est partenaire d'EcoVadis. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait si voilà, vous êtes client BGL et vous souhaitez être mis en relation avec EcoVadis? En fait, vous pouvez demander un lien d'enregistrement EcoVadis à votre gestionnaire. Ensuite, vous pouvez, voilà, vous faites une inscription où vous devez renseigner la taille de votre entreprise, le secteur d'activité. Voilà, en gros, ça prend 10 minutes. Ensuite, vous pouvez répondre au questionnaire en ayant une équipe de support dédiée à nos clients BGL pour répondre à ce questionnaire. Et donc ensuite, EcoVadis synthétise vos résultats dans une fiche d'évaluation, ce qui dure entre 6 et 8 semaines. Et finalement, donc vous aurez votre évaluation et vous pouvez partager votre notation, vous pouvez communiquer dessus. Et donc, voilà, aussi, vous pourriez lier la notation à un financement de BGL. Donc, en plus de ce parcours personnalisé et simple,
nous organisons de manière régulière des webinaires pour nos clients et on les organise par secteur. Donc, à chaque fois, on a des spécialistes sectoriels qui vous accompagnent et sur lesquels voilà, on discute sur les défis et aussi opportunités par secteur. Donc, prochain slide. Et oui, donc pour finir, voici un exemple comment de quoi a l'air une scorecard. Donc vous voyez, vous pouvez recevoir des badges tout en haut. Donc ça peut être silver ou gold, ça dépend. Puis vous recevez des scores général, un score général et des scores par catégorie. Donc environnement, c'est les 4 catégories que j'ai présentées avant: environnement, social, droits de l'homme, éthique, achat responsable. Ensuite, il y a un plan d'action que le client peut définir. Et EcoVadis vous donne également des actions correctives et les priorise par rapport à la matérialité et à l'importance du secteur et de la taille d'entreprise et des concurrents. Donc, voilà sur la scorecard. Voilà, j'ai fait un peu le tour de cette offre-là. Donc, bien sûr, je voulais juste encore souligner, donc, EcoVadis, vous pouvez souscrire en tant que client BGL, mais vous n'avez pas besoin de le lier à un financement. Donc, voilà. Et si vous avez des questions, on peut en discuter après, ou sinon, n'hésitez pas non plus de nous contacter via l'adresse mail que vous voyez, sustainablebanking@bgl.lu, si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter de tout ça de plus en détail ou avec votre gestionnaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation du côté de la BGL avec ce point de vue un peu plus pratique sur ce que vous faites déjà. On va passer maintenant avec Gusti à la SNCI. Ceux qui ne connaissent pas encore la SNCI, il s'agit de la Société nationale de crédit et d'investissement qui est là pour aider les entreprises avec des investissements un peu plus particuliers. Donc Gusti va certainement nous en dire un peu plus maintenant. Je vous laisse partager votre écran. Oui, merci beaucoup. Effectivement, aussi ma présentation sera d'un peu plus pratique, je dirais, au niveau des infos. Déjà, un grand merci aussi aux autres intervenants, parce que pour moi aussi, on apprend un peu tous les jours. Donc, il y avait aussi des éléments que moi, je ne savais pas encore à ce stade. Attendez, je vais essayer de... Ah, ça apparaît. C'est bon, on voit la présentation. Parfait, excellent. En fait, je vais en profiter tout simplement déjà pour vous présenter un peu la SNCI et ce que la SNCI peut faire pour les entreprises. Je pense déjà pour vous donner une vue un peu plus globale sur nos possibilités. Sur ce qui a déjà été dit auparavant par les autres intervenants, c'est qu'effectivement, nous aussi, en tant que SNCI, on participe aux réunions qui sont organisées et on a aussi un grand intérêt là-dedans d'établir un questionnaire unique pour les entreprises et surtout les PME ici au Luxembourg, afin que les questionnaires qui seront mis à disposition des entreprises de la part des banques ou autres peuvent être utilisés pour toute autre demande auprès d'autres institutions, dont également la SNCI. Déjà pour la SNCI, en termes d'activité, ce qu'on fait, c'est d'un côté, on est une banque publique, donc à 100% étatique, qui a comme but de développer le marché luxembourgeois et l'économie luxembourgeoise. Et ça, on a 2 différents départements, dont un département de crédit et prêt, dont je suis co-responsable, et après un autre de participation qui vous concerne un peu moins en fait, parce que ça, c'est plutôt des décisions stratégiques de la politique du Luxembourg. Souvent, on est demandé pourquoi en fait demander la SNCI à intervenir dans des financements. Il faut savoir que la SNCI intervient surtout dans des financements à moyen et long terme. Donc, il s'agit surtout des projets dont on parle ici. Ça peut être aussi des projets de transition énergétique, de décarbonisation, de modernisation des installations d'une entreprise pour devenir plus green, entre guillemets. Et une des questions qu'on nous pose, c'est quels sont les avantages? Bon, les entreprises, et c'est évident, c'est logique, c'est d'avoir déjà éventuellement des conditions meilleures par rapport peut-être aux taux et aux conditions de marché.
Mais nous, on se voit aussi comme partenaire neutre par rapport aux banques. Donc, on ne peut être un cofinancier des projets qui sont réalisés par vous en tant qu'entreprise à côté de vos banquiers principaux, que ce soit par exemple l'H4Case ou la BGL. Et après, on a souvent aussi des conditions de taux intéressants. Pour l'instant, il n'y a pas de produit, ça je peux vous le dire tout de suite, qui est maintenant, qui inclut une condition ou un taux bonifié, entre guillemets. S'il s'agit d'un projet green, on peut accompagner ces types de projets. Mais il y a évidemment des discussions à base aussi des questionnaires qui seront mis en place dans le futur pour les PME et aussi des ratings qui peuvent être mis en place de créer ou un prêt ou des prêts avec des conditions avantageuses, même liées aux aides de la part du ministère de l'économie. Et je vais y revenir un peu plus tard. Après, un des autres avantages, c'est que nous, en tant que SNC, si vous avez un financement à réaliser et que vous passez par votre banque, et en fait qu'il y a une demande qui est faite chez nous, il n'y a pas de commission ou de frais à prévoir. Donc, en fait, toutes les interventions ou toutes les demandes qui sont faites chez nous sont traitées gratuitement. Et après, évidemment, ce qui est à payer sont les intérêts sur les prêts qui vous sont octroyés. Pour toutes les possibilités et aussi dans le futur, tous les, je veux dire, interventions de la SNC sont à taux fixe. Ça, c'est un avantage pour vous en tant qu'entreprise parce que vous avez une prévisibilité sur en fait, les remboursements dans l'avenir et vous avez quand même la flexibilité comme avec un taux variable que vous pouvez rembourser vos prêts à tout moment quand vous le voulez et vous le pouvez. Donc, ça sont un peu les grands avantages des solutions qui existent actuellement et certainement qui vont être mis en place dans les semaines, mois à venir. En gros, on a deux types de prêts. Je veux dire, tout ce que je vous raconte maintenant, c'est vraiment juste pour vous donner une vue globale. C'est pas à prendre par cœur. De toute façon, si vous avez quelque chose de plus concret par après, le plus facile, c'est toujours de nous contacter directement. Donc, on a deux types de prêts. On a des prêts indirects et des prêts directs. Quelle est la différence? Les prêts indirects sont des demandes qui doivent passer à travers votre banque commerciale, donc votre banquier, comme l'H4Case ou la BGL. Elles sont eux qui font la demande après chez nous et la SNC peut reprendre une partie du financement. Vous avez à signer un seul contrat avec votre banquier. Il n'y a pas de contrat supplémentaire à signer avec la SNC et tout passe à travers aussi le web banking de votre banque. Donc après, vous avez le but, c'est de faciliter toute l'aspect administratif et après aussi, comment dire, que vous avez un collaborateur principal et vous n'avez pas besoin de transmettre des informations à gauche et à droite. Après, on a aussi des prêts directs, mais ici, il y a une autre matrice maintenant derrière. Juste pour vous montrer, les prêts directs sont vraiment juste utilisés pour surtout des startups, vraiment des créations, des gens qui veulent se mettre à leur propre compte pour la première fois ou la deuxième fois, et après aussi pour des grandes entreprises qui ont des financements qui sont tellement élevés au niveau des montants qu'il faut une intervention de plusieurs banques. Mais sinon, je veux dire, dans la majorité des cas, plus de 90%, on est dans des prêts indirects qui passent à travers votre banque. Maintenant, j'arrive un peu pour vous juste donner un détail sur les prêts indirects et sont aussi ceux-là qui vont certainement jouer aussi dans le futur pour tout ce qui est des projets un peu plus green et déjà maintenant parce qu'on en a déjà accompagné. Il y a deux types de prêts indirects. En fait, on a un prêt indirect qui s'appelle crédit d'équipement et qui dispose d'un prêt bonifié, donc d'un taux qui est plus avantageux que ceux qui sont proposés par le marché et qui est lié directement aux aides à l'investissement du ministère de l'économie. Donc, si vous avez vraiment un projet, je veux dire, de décarbonisation, où vous devez peut-être installer une installation et vous pouvez profiter d'une aide à l'investissement du ministère, vous pouvez aussi profiter d'un prêt bonifié de la SNCI qui a un taux plus avantageux. Dans tous les autres cas, si vous n'êtes pas éligible ou le projet n'est pas éligible pour une aide, on a un autre prêt indirect. Je veux dire, la démarche, elle est tout à fait la même. C'est juste que le taux, n'est pas si intéressant que dans le premier cas de figure. Pour le prêt bonifié, l'indirect qui existe actuellement, comme je l'ai dit, il est lié aux aides à l'investissement du ministère. Et il n'est pas exclu que dans le futur aussi, il y a peut-être d'autres prêts qui seront mis en place avec un taux bonifié qui sera lié peut-être à d'autres lois, aides du ministère de l'économie. Parce qu'en fait, il faut savoir que le ministère est l'autorité d'octroi ici au Luxembourg des aides étatiques. Et du coup, souvent la SNCI est utilisée pour
pouvoir aussi octroyer des prêts bonifiés dans le cadre de certaines lois. Et pour l'instant, la seule qui peut jouer dans ce cas précis, c'est la loi des aides à l'investissement, qui est vraiment destinée aux PME. Et en fait, l'enveloppe globale dont vous avez droit en tant que PME, si vous êtes une petite entreprise, vous avez une enveloppe globale qui peut vous être octroyée de 20%. Et dans le cadre de moyennes entreprises, donc avec des emplois entre 50 et 250 ETP, vous êtes avec une enveloppe globale de 10%. Et si vous optez pour un crédit d'équipement et que vous voulez financer votre projet aussi avec un prêt bonifié, donc avec un taux avantageux, en fait, l'enveloppe, elle est divisée en deux parties. Vous recevrez une partie sous forme de subvention en capital et l'autre partie sous forme de crédit d'équipement de la SNCI. Si vous avez un tableau qui n'est pas à prendre par cœur, mais qui reprend un peu le calcul pour déterminer, OK, quelle sera ma subvention en capital du ministère et quel sera le crédit d'équipement ou à combien s'élève le montant, le pourcentage du crédit d'équipement de l'enveloppe globale. Ce calcul-là, vous le verrez dans le, comment dire, il y a une démarche pour introduire une aide auprès du ministère sur MyGuichet. Ici, il y a un print screen du guichet. Et là, il y a en fait, je veux dire, le calcul, il est fait automatiquement pour vous. Donc, si vous faites votre démarche pour une aide à l'investissement, vous tomberez sur un onglet qui vous dit si vous comptez aussi demander un crédit d'équipement de la SNCI, où il y a aussi nos contacts. Et là, vous devez, vous allez voir en fait la répartition de votre enveloppe tête sous forme de subvention capital et crédit d'équipement. Pour introduire les demandes d'aide auprès du ministère, ici, vous voyez un peu sur les guichets, c'est l'aide à l'investissement. Là, vous avez toutes les infos sur l'aide sur le site Internet. Et dans la démarche elle-même, vous allez voir qu'ici, vous devez juste cocher oui si vous comptez demander aussi un crédit d'équipement de la SNCI. Et ici, vous voyez aussi nos contacts au cas où vous aurez des questions, juste pour vous donner une indication sur les montants et le taux d'intervention qui est possible de la SNCI, tout en sachant que vu qu'on est une banque de développement et qu'on collabore étroitement avec les banques commerciales, normalement, le grand principe, c'est qu'on partage le risque avec les banques, c'est-à-dire le financement ou la partie à financer par prêt bancaire est normalement divisée en deux, c'est-à-dire 50-50 entre banque et SNCI. Après, comme je l'ai dit, l'autre prêt indirect, c'est la même démarche, juste que le taux n'est pas si intéressant parce qu'il n'est pas lié à cette loi d'aide PME. Mais aussi, la base éligible est beaucoup plus grande, c'est-à-dire là, dans ce cadre-là, on peut aussi, bon, ici, vous voyez un peu tout ce qu'on peut cofinancer avec ce type de prêt, mais il fait partie notamment aussi des projets des projets green, de transition énergétique et de transformation, je veux dire, d'installation, par exemple. On a vécu dans ces derniers mois aussi déjà que ces projets, évidemment, sont des projets qui sont aussi parfois un peu plus, bon, pas je veux dire, vu souvent un peu plus risqués parce qu'en fait, vous n'avez pas, le return on invest, si l'on veut, n'est pas si grand que pour un projet classique. Parce qu'en fait, souvent, vous avez juste à transformer des installations qui existent déjà, mais qui, en termes de chiffre d'affaires, ne vous rapportent pas forcément plus, sauf si maintenant on installe, par exemple, des panneaux photovoltaïques pour de l'autoconsommation. Là, l'entreprise ou l'activité de l'entreprise peut en profiter directement. Et dans ce cadre-là, on se voit aussi en tant que SNCI comme partenaire neutre à côté des banques, parce que vu qu'on peut reprendre une partie du risque du financement, en fait aussi ces projets on les rend un peu plus bancables en quelque sorte entre guillemets, et vous auriez aussi peut-être plus facilement vos prêts auprès des banques. Ici, c'est juste un ou deux cas de figure, je veux dire pratiques, pour vous donner une idée comment en fait le financement peut être réparti. Ici, on a le cas de figure d'un crédit d'équipement où par exemple on a une entreprise qui utilise un four à gaz mais qui veut changer son installation en remplaçant l'isolant actuel avec des réfractaires. Ici, on a un projet global de 175 000 €. En fait, ça pourrait être un projet qui serait aussi éligible pour une aide à l'investissement du ministère. C'est aussi du CAPEX qui est à financer, donc vraiment du matériel qui est amortissable. Et la première chose, et ça c'est pour tous les projets que vous réalisez, c'est qu'il faut tout d'abord toujours introduire une demande auprès du ministère. Parce
Parce que le ministère, il a ce fameux effet incitatif qui doit jouer, c'est-à-dire vous n'avez pas droit, vous ne pouvez pas démarrer votre projet avant avoir introduit votre demande d'aide, sinon vous n'êtes automatiquement plus éligible pour cette aide. Et du coup, si vous n'êtes plus éligible, vous ne pouvez plus profiter de ce prêt bonifié de la SNCI. Donc la première démarche, c'est vraiment, ici le point 2, de faire une demande auprès de MyGuichet pour une aide à l'investissement. Et comme je vous l'ai montré avant, c'est de cocher la case que vous comptez aussi demander un crédit d'équipement de la SNCI. Ici, après, vous voyez dans le plan de financement potentiel, le financement, en principe, il est toujours divisé 50-50 entre banque et SNCI. Et ici, vous avez 60 000 € par banque. Et ici, au niveau des aides, et ça, vous le verrez aussi dans la démarche sur MyGuichet, il y a 18% qui pourra vous être octroyé sous forme de aide, sous forme de subvention en capital de 31 500 dans ce cas précis. Et les autres 2% de l'enveloppe globale de 20% pourra vous être octroyé sous forme de crédit d'équipement de la SNCI. Voilà. Maintenant, le deuxième cas de figure, juste pour vous montrer, c'est le prêt indirect développement, qui est le même prêt, c'est juste qu'il a une autre base éligible et un autre taux d'intérêt. Ici aussi, on a un projet de chaudières à gaz qui seront remplacées par une chaudière et 2 pompes à chaleur. Remplacement d'une chaudière par 2 pompes à chaleur pour un invest de 800 000 €. Et vu qu'ici, il n'y a pas d'aide à l'investissement pour quelle raison que ce soit, on va prendre l'autre prêt indirect. Ça, c'est nous, quand on analyse le dossier, quand on prend la décision sur quel type de prêt on peut prendre. Et c'est aussi financement 50-50 entre banque et SNCI. Et voilà, et c'est avec un taux fixe, comme tous nos prêts. Et ça compte aussi pour actuellement tous les projets de transition énergétique. Et comme je l'ai dit, il se peut qu'au niveau des taux, il y aura peut-être un taux bonifié aussi dans le futur pour tous ces types de projets qui sont quand même importants. Un autre type de prêt, c'est le dernier que je vais vous présenter dans ce cas de figure, c'est un programme temporaire qui a été mis en place qui va jusqu'à la fin de 2024. Et en fait, le ministère de l'économie, il a mis en place une aide à impact environnemental, comme eux ils l'appellent. Ici, vous voyez un print screen du guichet. Si vous allez là sur financement et aide régime PME, vous avez ici une aide temporaire impact environnemental qui peut, pour des petits projets, couvrir entre 50 à 70% du projet sous forme de subvention en capital de la part du ministère. Et nous, en parallèle, en tant que SNCI, on a mis en place un prêt qui peut couvrir le solde afin de garantir que le projet en soi soit couvert à 100% entre subvention du ministère et prêt de la SNCI. Et ça, ce sont vraiment des projets qui visent à améliorer substantiellement l'impact environnemental de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une mesure qui est déjà en place. Donc là, si vous avez des projets, vraiment, et même si c'est pour le remplacement, je ne sais pas, des luminaires et ainsi de suite, faut voir vraiment sur le site du guichet les conditions du ministère. Mais si vous êtes éligible pour ce type d'aide, le solde entre 50 et 70% d'aide, après le solde entre 50 et 30%, pourra être couvert par un prêt de la SNCI afin que vous n'ayez pas besoin de mettre des fonds propres dans le projet. Comme ça, vraiment, la totalité du projet est financée, je veux dire, par des mesures de l'État. Voilà, et je passe au dernier slide. Informations à transmettre chez nous, c'est les mêmes infos que la banque. Évidemment, ce qui a été dit à plusieurs reprises, c'est en fait ce questionnaire qui est vraiment important et qui sera plus important dans l'avenir, sur tout ce qui est ESG. On table aussi que d'un côté, on aura un questionnaire unique, parce que c'est important pour toutes les PME, que ce soit le plus facile possible, et qu'une fois que vous l'avez rempli, que peut-être il n'y a que des mises à jour à faire d'année en année, et que vous pouvez transmettre ces informations à vos partenaires bancaires et toute autre institution, dont également nous en tant que SNCI. L'avantage chez nous, je veux dire, c'est que vu on intervient souvent sous forme de prêt indirect, normalement, nous, on reçoit toutes les infos quand vous signez un mandat avec votre banque, de votre banque commerciale. Après vous, si vous avez les infos nécessaires,
vous pouvez nous les transmettre tout simplement et on pourra aussi les utiliser pour le traitement de vos dossiers. Bon, j'ai raconté Je beaucoup vous de trucs interromps qu'on peut juste, faire. je vous interromps Oui, juste un instant parce que du côté interprète, il semble qu'il y ait un souci avec les canaux. Donc juste pour demander aux interprètes qu'ils se mettent bien dans le canal allemand et pas dans le canal français. Voilà. Donc comme ça, tous les participants pourront entendre la traduction. Le canal a été corrigé. Je vous laisse achever votre présentation. Désolée de vous avoir interrompu. non, pas de souci du tout. De toute façon, j'ai terminé. Bon, je vous ai raconté un peu beaucoup. Il y avait beaucoup de détails dedans, donc vous aurez, je suppose, la présentation par après. Donc vous pouvez tout analyser en détail. Le plus important, c'est ce slide-là. Donc si vous avez les moindres questions, des projets concrets, aussi sur la thématique ESG, je pense tout ce qui est la théorie, vous avez été bien présenté bien avant. N'hésitez surtout pas à nous contacter aussi pour vous guider un peu sur tous les, je veux dire, démarches qui existent ici au niveau national pour soutenir toutes les PME ici à Luxembourg. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation pratique et du coup que j'espère pourra donner l'envie à certaines entreprises de se lancer dans certains projets pour décarboner. C'est le bon moment, il faut en profiter. Donc après avoir vu tout ce cadre réglementaire, ce qui se passe du côté bancaire, vous avez peut-être envie d'agir. Et là, c'est ma collègue Carmen Kiefer qui va vous présenter le Starter Kit qui vous aidera à passer à l'action. Je te passe la parole. Bonjour, j'espère que vous voyez bien. Dat is geen ding. Maintenant, ça devrait fonctionner, non? Non, toujours pas. Stigma's. Non. Doe eens hi. Attendez une seconde. Ah, ça change. Oder Je ich sais kann pas. bei mir setzen. C'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Ok, alors on va le faire différemment. Alors, un petit souci technique, je partage l'écran du coup depuis mon PC. On va y arriver. Voilà. Ok, parfait. Donc, je travaille dans le service e-handwerk de la Chambre des métiers et je vais vous expliquer tout brièvement le Starter Kit RSE. En fait, si vous souhaitez valoriser vos efforts ESG, c'est peut-être un programme qui peut vous aider pour obtenir la labellisation ESG pour après, oui, participer aux différentes démarches, oui, qui peut vous aider avec les démarches administratives qui va venir dans le futur. Donc, qu'est-ce qui est le Starter Kit RSE? Le Starter Kit RSE, en fait, permet aux entreprises de parcourir l'entièreté de leur chaîne de valeur. C'est-à-dire, c'est un questionnaire en ligne que vous pouvez remplir vous-même dans votre propre temps comme ça vous convient. Et après, vous recevez un score dans les différents domaines pour voir dans quel domaine je suis déjà bien, dans quel domaine j'ai encore des axes d'amélioration pour avoir après le bon niveau pour recevoir le label EASR. Comme j'ai déjà dit, le tout se fait en ligne, donc le Starter Kit RSE est en deux parties. La première, c'est le questionnaire. Après, vous avez vos résultats. Et la deuxième partie, c'est qu'un consultant de l'INDR va venir chez vous, dans votre entreprise, pour regarder avec vous vos résultats, c'est-à-dire interpréter vos résultats, et pour établir avec vous un plan d'action pour après avoir le bon niveau pour recevoir le label. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, il n'y a pas vraiment de coût pour vous, c'est-à-dire la participation au Starter Kit vous coûte
5 000 € et l'État va vous rembourser 5 000 €. C'est-à-dire, c'est seulement votre temps que vous devez investir pour y participer. Oui. Le prochain slide. Merci. Donc, si vous êtes intéressé de participer, n'hésitez pas à nous contacter. Dans tous les cas, les demandes doivent se faire par les chambres professionnelles, c'est-à-dire si vous êtes ressortissant de la chambre des métiers, vous pouvez contacter le service IAM avec la chambre des métiers. Vous voyez nos coordonnées de contact sur ce slide-ci. Si vous êtes ressortissant de la chambre de commerce sera votre point de contact. Ce qui est aussi peut-être intéressant pour vous, c'est qu'on vous aide avec les démarches administratives, c'est-à-dire on s'occupe de la demande sur guichet.lu, vous devez seulement nous livrer les documents et on s'occupe vraiment de votre demande et on fait le suivi avec l'État pour vous. Donc, oui, comme j'ai dit, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Et ce qui est aussi important, si vous êtes intéressé de recevoir plus d'informations sur les thématiques de la digitalisation, innovation et le développement durable, vous pouvez vous inscrire à notre liste de diffusion de mass mailing pour recevoir toujours les dernières actualités sur nos webinaires, ateliers ou autres événements. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez scanner le code QR pour recevoir le lien direct vers la liste d'inscription. Merci. Merci beaucoup. Je reprendrai aussi l'info en vous disant que le IAMFIEC a déjà prévu quelques événements pour 2024, donc n'hésitez pas à aller consulter leur agenda. Il y aura peut-être quelque chose d'intéressant pour vous à ce niveau-là. Je change juste de présentation PowerPoint pour revenir à celle sur notre webinaire et on va passer à la dernière partie qui est la partie sur les questions-réponses. Est-ce qu'on a des questions dans le public ou dans le chat? Vous pouvez lever la main ou alors peut-être enlever le mute de votre micro pour nous faire part de vos questions. Les intervenants sont là, donc c'est l'occasion d'en profiter. Autrement, si vous êtes un peu timide, vous pourrez toujours les recontacter par email par la suite. Mais si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. Je regarde la liste, voir si je vois des mains levées. Alors, je ne vois pas de main levée dans le public. Donc, vous avez tout compris, vous êtes tous à l'aise et vous êtes tous maintenant des champions pour remplir les questionnaires des banques. Si vous changez d'avis, n'hésitez pas à nous recontacter à la Chambre des métiers, à la House of Sustainability ou encore via les différents intervenants si vous avez des questions pratiques pour eux. On est là pour vous aider à comprendre la thématique. Le webinaire est enregistré, donc il va être communiqué dans les news dans les prochains jours. Les slides seront partagés avec tous les participants. Et je remercie tout le monde d'être venu et un grand merci tout particulier à nos intervenants d'avoir partagé vos informations, votre savoir qui aide vraiment, je pense, les entreprises à pouvoir aller de l'avant sur ces thématiques. Un grand merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci à vous. Merci, Bonne merci journée. beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir, merci.